siècle, par rapport au droit et par rapport à la situation révolutionnaire qu'a connue la Tunisie en 2011, je crois qu'il faudra parler de paradoxe. Paradoxe parce que l'État de l'indépendance, l'État qui s'est construit à partir de 1956, a utilisé l'outil juridique et l'a utilisé dans un certain sens de manière salutaire et positive. Par exemple, on peut sans aucun doute considérer que l'école de la République, que le système généralisé et presque gratuit de la santé publique, qu'un système qui a permis à la Tunisie d'avoir aujourd'hui une classe moyenne qui dénote par rapport au contexte arabe en général, je parle du système de planning familial, etc., et on peut sérier un certain nombre d'avancées sociales et donc politiques grâce à l'outil juridique. Si on prend, pour revenir à la gratuité et l'obligatoriété de l'école, le code du statut personnel, on peut même sortir du social au sens strict et parler de manière générale, l'abolition du système de propriété religieuse de main morte que les Tunisiens connaissent sous le nom de Ahbès, ça a été aboli pour rendre toute la Tunisie sous forme de propriété milk, c'est-à-dire objet de commerce, et levant ainsi beaucoup de zones qui n'étaient pas exploitées économiquement. Et je peux encore sérier un certain nombre d'exemples où l'outil juridique, entre les mains d'un État qui avait une conception de la société et un rôle qu'il se donnait, celui de locomotive, de tirer vers le haut la société tunisienne, a, de ce point de vue-là, indiscutablement réussi. Sauf que cet État, bien luné par certains aspects, bienfaiteur par ces aspects que je viens de sérier, a été myope, ou en tous les cas a été insensible à la demande de cette même société qu'il a contribué à faire éclore, et ces classes qu'il a éduquées, et cette population qu'il a ramenée à une certaine lumière sociale. Il leur a nié le droit à la participation politique, le droit à la diversité, le droit à la compétition. Et nous avons eu cet État schizophrène qui, d'un côté social, a été magnanime d'une certaine manière et a été tout simplement opposé de manière autoritaire, il a fini par être quasiment dictatorial par rapport aux questions des droits et libertés politiques pour l'essentiel. C'est ainsi que la révolution ne me paraît pas tellement une rupture globale dans l'histoire de la société tunisienne, mais une demande de parachèvement. En ce sens que ces Tunisiens qui ont été hissés au niveau social, aux conditions de formation, aux conditions d'aspiration à une vie plus digne et de reconnaissance de leurs conditions sociales, ceux-là même, qui sont le produit de cet État, ont demandé à ce que ce tutorat cesse et ce traitement de la population tunisienne en tant que sujet cesse. Et c'est à mes yeux le sens du paradoxe que j'ai esquissé au début. La demande révolutionnaire est une demande de parachèvement de ce que l'État n'a pas été capable de faire par rapport à sa reformation et refondation de la société tunisienne à partir de l'indépendance en 1956. Alors maintenant, bien entendu, chacun va partir dans son sens pour essayer de comprendre et d'expliquer et d'anticiper ce que la Tunisie vit depuis le départ du président Ben Ali le 14 janvier 2011. Et là où je rejoins d'ailleurs l'une des questions, Sam, pour ne pas le citer, je le rejoins absolument dans sa question, c'est que vu du côté européen et vu du côté du traitement médiatique, par exemple occidental, très souvent, ce que nous vivons est ramené à une seule question à laquelle cette presse et ces médias essayent de répondre, c'est que se passe-t-il en Tunisie? Et c'est un traitement événementiel au sens de chaque événement, chaque
crise où chaque atteinte à une liberté ou primate ici ou là est épinglée et montrée comme emblématique de ce que vit la Tunisie aujourd'hui. Bien évidemment, ces événements ont vu le jour. Mais se poser la question, que se passe-t-il uniquement, me paraît réducteur, et les résultats de la réponse à cette question sont aussi réducteurs. Il me paraît s'imposer à nous et à ceux qui s'intéressent à la Tunisie une autre question, c'est que se joue-t-il réellement en Tunisie? Quelle est la partie qui se joue en Tunisie? Probablement, depuis des siècles, aucun peuple de la région arabe ne s'est dressé comme les Tunisiens l'ont fait il y a 2 ans de cela, en demandant ce que aucune autre population arabe n'a dit aussi clairement, c'est-à-dire le droit à une véritable citoyenneté. Le premier slogan de la révolution est Tashdil Istihqaq et Isabat al-Sadaq, c'est-à-dire l'emploi est un droit, bande de malfrats ou quelque chose comme ça, elle symbolise toute cette demande de citoyenneté, en ce sens que la citoyenneté rime avec dignité, rime avec un partage des richesses nationales et qu'on doit être dirigé par des gens qu'on désigne et qu'on doit s'identifier en nos dirigeants. La rupture d'identification et la rupture tacite d'un contrat social est l'expression et le ferment même de cette révolution. Il n'y en a pas dans l'histoire de toute cette région de demandes aussi explicites. Et c'est pour ça que ceux qui trouvent qu'il y a eu, depuis les élections et même un tout petit peu avant, une entrée en ligne d'autres discours qui n'étaient pas ceux de la Révolution, ni dans son sens, ni dans son œuvre, ceux de dire qui sommes-nous? C'est une question qui m'étonne, si vous permettez que je partage avec vous une opinion personnelle, qui m'étonne de manière extraordinaire. Mais comment se dire qu'un peuple qui a fait une révolution, il ne saurait pas qui il est? Mais la révolution en soi est un acte qui montre que l'on sait très bien qui nous sommes. La preuve, c'est que nous n'acceptons plus d'être gouvernés comme on l'a été jusque-là. Si ce n'est pas la preuve que nous savons très bien qui nous sommes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, aujourd'hui, le contexte tunisien, le fait que la Tunisie, depuis on va faire court, on va dire depuis le début du 19e siècle, soit la locomotive politique idéale du monde arabe, continue. Et cela dérange dans plus d'une capitale. Et c'est ainsi, et quand je dis locomotive idéale du monde arabe, parce que c'est ce même pays qui a fait la révolution démocratique, c'est le premier qui a aboli l'esclavage, c'est le premier qui s'est doté d'une déclaration de droit, c'est le premier qui s'est doté d'une constitution, tout ça au 19e siècle, c'est le premier qui a connu la première société arabe, un parti politique moderne, un syndicat ouvrier moderne, une ligue des droits de l'homme, je passe et je ne vais pas sérier toute cette série qui ne peuvent procéder d'aucun accident. Cette succession de premier ne peut pas relever de l'accident, c'est la spécificité et c'est le pédigré de cette société tunisienne qui continue. Et est-ce qu'on va laisser un peuple qui, sans l'intervention de qui que ce soit, si ce n'est des propositions de renforcer la police à quelques centaines de kilomètres ici à Paris, en disant devant les parlementaires français, on peut offrir à l'État tunisien une aide technique et logistique à la répression, si ce n'est cela, voici un peuple qui, tout seul, sans l'appui de qui que ce soit, s'est dressé pour dire « je veux faire cesser un mode de gouvernance qui ne me sied plus ». Et à partir de ce moment-là, vous pensez bien, et vous probablement seriez-vous d'accord avec moi, qu'on ne peut pas regarder la Tunisie comme on va laisser éclore cela. Il y a des régimes qui sont encore en place. Hein. On dit le printemps arabe, je ne souscris pas à l'adjectif, je ne souscris ni au phénomène, ni à rien du tout. Mais il y a 22 États arabes dans la Ligue des États arabes. Combien de pays ont-ils connu, on va dire, quelques soubresauts? Ça ne dépasse pas les 5 pays. Donc nous sommes plus dans le maintien monolithique de 17 accommodements, je vous laisse juge des adjectifs, qui militaire, qui monarchique, monarchie de droit divin, qui.
Et donc vous voulez qu'on laisse ce petit pays qui, avec l'aide de personne, va apporter la preuve devant l'humanité, devant l'histoire, qu'une société arabo-musulmane est tout à fait soluble, compatible avec un exercice démocratique, avec l'alternance au pouvoir. Mais dans quel monde de bisounours on vivrait dans ça? Et bien entendu que l'argent va courir à flot et qu'on va trouver à redire qui, parce que dans certaines chancelleries occidentales, on ne va pas montrer qu'on s'est si trompé que cela de ne pas avoir tendu la main vers les démocrates tunisiens avant, sous l'Ancien Régime, qui par ailleurs n'est pas intéressé pour qu'une république civile, qu'elle a été depuis 1956, devienne une république civile et démocratique. Et que plus aucun fondement pour aucun système totalitaire arabe ne puisse perdurer à partir de ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre que cette révolution orpheline de leadership et orpheline de guide au sens partisan du terme, va se voir greffer maintenant une direction politique. Et c'est le moment qui a été très bien désigné par mon ami, le professeur Mohamed Nechi tout à l'heure, en disant qu'en fin de compte, il y a eu une bulle entre mars et octobre 2011, qui a été globalement une bulle consensuelle, civile et démocratique. On peut tirer par tous les boulets rouges, même Bordeaux, sur la haute instance, mais apportez-moi la preuve qu'un pays puisse, sans élection, sans effusion de sang, trouver 150 personnes qui se mettent à écrire un droit démocratique sans qu'il n'y ait vraiment de déséquilibre global. Aujourd'hui, toutes les forces démocratiques apportent leur soutien à la loi sur les associations, sur les médias, sur les partis politiques, faite par cette même haute instance qu'on peut ne pas trouver, c'est-à-dire on peut ne pas la regarder avec un œil d'appréciation, mais ce n'était pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'était de mener le pays vers des élections démocratiques. Ce fut fait. Et les ruptures révolutionnaires, les premières, furent à mes yeux, la première, c'était l'ISI, sortir les élections définitivement des mains du ministère de l'Intérieur, et la seconde, reconnaître que les Tunisiens et les Tunisiennes sont égaux et doivent l'être dans la compétition électorale. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu à ce moment-là, lorsqu'on avait mis la règle de la parité avec alternance sur la liste, et le résultat est celui-là. On a dit, mais ça ne va pas donner moins de 7 ou 8% de femmes dans le Parlement. Il y en a 27, c'est-à-dire même plus que du système du quota sous lequel nous vivions à l'époque. Donc cette transition-là a laissé la place aujourd'hui à un format politique, à un format partisan, tripartisan, puisque cela a été esquissé tout à l'heure, et ce format qui doit continuer à mener le pays vers les institutions permanentes et vers des élections pour un mandat de 5 années, une fois sur place, essaye de transformer ce court mandat de pirogue qui devrait vraiment nous faire traverser la rivière, de mandat de maintien, de structuration et de reproduction du même système. C'est leur perception. Et d'ailleurs, ça a été souvent dit sous le sobriquet en Tunisie de charia, de la légalité, légitimité électorale. Et aujourd'hui, celui qui veut clouer le bec d'un contradicteur, il dit, mais vous êtes contre la légitimité électorale. Alors, la légitimité électorale, c'est très bien. Et c'est la première fois qu'on a eu des élections aussi transparentes que celles-ci, avec toutes leurs limites. Mais c'est très important. Mais est-ce qu'aujourd'hui la Tunisie tient, ou son équilibre sociopolitique tient sur un fondement uniquement électoral? Pas du tout. Si la Tunisie tenait uniquement sur un fondement de légitimité électorale, pourquoi le gouvernement sortant a-t-il démissionné? Sa majorité parlementaire est toujours intacte. Et que donc c'est la preuve qu'aujourd'hui s'invente en Tunisie un équilibre non dit, latent, entre des institutions élues, dont la mission est d'écrire une constitution et de faire le Parlement jusqu'aux prochaines élections, mais aussi d'un paysage politique non encore stable, parce que jusqu'aux élections, nous avions eu plus de 140 ou 150 partis politiques. La plupart, c'est des confettis insignifiants. D'ailleurs, la plupart, on n'entend même plus parler de ces partis.
Et donc il y a un travail de tamisage de la scène politique pour la rendre plus rationnelle, plus équilibrée, permettant la possibilité d'une alternance au pouvoir en deçà de laquelle on ne peut même pas parler de démocratie, et cela est en train lentement d'être fait. Il y a des partis qui ont fusionné, d'autres ont coalisé, etc. Mais l'autre élément qui me paraît particulièrement singulier dans le contexte tunisien, c'est la société civile tunisienne, par laquelle tient aujourd'hui, ou tiennent l'essentiel des équilibres. Si vous permettez, je vais vous donner quelques exemples qui corroborent l'idée selon laquelle, aujourd'hui, il y a un format institutionnel élu qui fait tourner une partie de la machine institutionnelle, mais ne peut la faire tourner seule, sur le simple fondement qu'il est élu par les Tunisiens. Nous avons été surpris, nous tous, pas forcément parce que je suis juriste, mais tous les citoyens, par le premier draft, ou le premier projet de constitution sorti des mains, pas très empressés d'ailleurs, de l'Assemblée constituante, et ils nous ont publié leur premier projet de constitution. Et bien sûr, cela a ouvert le débat, certains d'entre vous s'en rappellent encore. Sur un point spécifique de la société tunisienne, j'en avais évoqué l'élément initial tout à l'heure, celui du code du statut personnel, c'est-à-dire la place de la femme tunisienne dans la société, dans le sens le plus général. La majorité dans l'Assemblée constituante est venue essayer de nous convaincre qu'on pourrait, nous autres Tunisiens, après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on a fait, après une révolution pareille, on s'accommoderait d'un article où on dit que la femme est le complément de l'homme. Et quand les premières réactions se sont faites jour, on a dit mais c'est pas possible, on ne peut pas régresser autant, ils nous ont bassiné pendant des semaines entières que complément veut dire égalité. Et bien on leur a dit, il n'y a pas de problème. Si vous, quand vous dites la femme est le complément de l'homme, elle a fait... Après. Non, monsieur, le débat aura lieu après. Non, monsieur, le débat aura lieu après. Votre idée m'est parvenue. Je peux terminer la phrase en complémentaire, ça ne me dérange pas. L'analyse restera la même. La femme est complémentaire de l'homme, ne veut pas dire que la femme est égale à l'homme. Bien. Mais quoi qu'il en soit, moi je ne discute pas le fond, je discute le procédé si vous avez saisi le sens de l'entrée. Le procédé était le suivant, c'est de venir remettre en cause une chose admise par les Tunisiens qui est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ce courant qui a défendu cette idée-là avait la majorité confortable, en tous les cas, pour arriver à la majorité absolue, 50 plus une voix. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 août, la date de la promulgation du code du statut personnel? Les Tunisiens et les Tunisiennes sont descendus, c'était le mois de Ramadan, ils ont manifesté tard le soir pour dire non. Nous n'acceptons rien en deçà d'une égalité totale et parfaite. Le deuxième draft, sorti en décembre, en fait qu'aujourd'hui, il y a un très bel article 5, dont je me félicite, de ce projet qui dit « Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droit et en obligation ». Un article qui traduit ce que j'ai essayé de démontrer au début, que donc l'évolution aujourd'hui ne se fait pas sur un socle de démocratie sédentaire avec une représentation qui épuise le travail politique. Aujourd'hui, cela existe, mais il est adossé sur d'autres équilibres. L'équilibre de la société civile. D'autres exemples qui sont très nombreux. Il n'y a pas longtemps encore, une demande de la société civile et de l'opposition était d'ici les élections, il faudra neutraliser ce qu'on appelle les ministères de souveraineté, et notamment en désigner le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Et la première réaction de format fondé sur la légitimité électorale, c'était pas du tout, nous sommes élus, nous avons... Où est-ce que vous avez ça? Bédaraton aussi, c'est une invention tunisienne, nous ont-ils dit. Aujourd'hui, le gouvernement est composé tel que
que la société civile et les partis de l'opposition l'ont souhaité. C'est-à-dire avec cette bed'atounsiya, c'est-à-dire avec cette originalité tunisienne. Et cela montre que donc le processus se fait, pas toujours dans la rationalité normative, pas toujours dans ce que les classiques du droit constitutionnel considéraient comme une évolution de vie institutionnelle normale, mais à la recherche d'équilibre. Et les équilibres se font et se défendent tous les jours. Et je crois que par ce fait-là, la société tunisienne montre que la révolution n'est pas un fait accidentel. Il est le fruit d'une maturation très lente, d'une demande qui a su faire rejoindre les couches les plus défavorisées qui ont commencé le fait révolutionnaire et qui a rejoint les classes lettrées, parfois nanties, dans les grandes villes. Ce raccordement entre toutes les strates de la Tunisie montre que cette demande et cette attente de vraie citoyenneté est une attente essentielle et ce n'est pas du tout accidentel. Par rapport à cela, par rapport à cette demande spécifique de la société tunisienne, nous montre combien, par exemple, le débat, et je ne voudrais pas empiéter sur le terrain de la présentation de Mme Rabia Nasraoui tout à l'heure, la question relative à la liberté d'expression, voici une liberté des plus tangibles dont les Tunisiens jouissent aujourd'hui. Personne ne le leur a accordé, ils l'ont arraché. Et donc, aujourd'hui, parmi les choses les plus importantes en Tunisie, c'est qu'on sauvegarde cette liberté d'expression et les supports de cette liberté d'expression. Je ne vais pas descendre vers beaucoup d'exemples de ce point de vue-là. Il y a un journal, une télévision d'information continue, dont le propriétaire a rejoint un parti d'opposition et qui a fait les frais d'intimidation, etc., selon ses dires au moins. Et donc, il s'est retrouvé presque sur la paille. C'est-à-dire, l'entreprise ne pouvait plus durer économiquement. Il a symbolisé cela par une demande de subvention citoyenne. Et il a fait une matinée, il a renfloué ses caisses, comme, en tous les cas, lui permettant d'avoir une marge d'action significative. Ce sont des citoyens qui ont mis de leur poche pour que la diversité médiatique soit sauvée. Cela me paraît traduire une conscience chez les Tunisiens, pas toujours retrouvée chez les politiques d'ailleurs, chez les Tunisiens, que le travail est un travail de longue haleine et que nous sommes à la recherche d'équilibre, mais que les équilibres, on les trouvera parce que ceux qui ont fait la révolution ne sont pas rentrés chez eux encore. Ils rentreront chez eux lorsque cette République deviendra ce qu'elle a été, République civile, mais civile et démocratique. Je m'excuse d'avoir été long. Merci beaucoup, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je vais essayer d'être bref. En Tunisie, les gens que je croise au marché, dans la rue, me disent souvent rien n'a changé. Vraiment, du temps de Ben Ali, certains d'entre eux vont jusqu'à dire que du temps de Ben Ali, la situation était meilleure. Ma réponse a toujours été non, ce n'est pas vrai. Beaucoup de choses ont changé. Les Tunisiens ont pu arracher leur liberté. Les Tunisiens qui ne pouvaient pas s'exprimer sous le régime de Ben Ali peuvent le faire aujourd'hui, en presque en toute liberté. Il y a un nombre très important de journaux qui n'existaient pas en Tunisie. Il y a des chaînes de télévision qui n'existaient pas non plus, des radios. Il y a une diversité telle que tout le monde peut exprimer son point de vue, tout le monde peut défendre sa position. Sur un autre plan, il n'y avait pas, les partis et les organisations de la société civile n'étaient pas reconnus légalement.
Je parlerai par exemple de notre organisation, l'organisation contre la torture en Tunisie, qui s'appelait du temps de Ben Ali, Association de lutte contre la torture en Tunisie, ALTT. Notre organisation n'avait pas le droit d'organiser des réunions, d'organiser des conférences de presse, d'organiser des débats. Maintenant, nous pouvons le faire, nous avons été légalisés. Toutes les organisations ont été légalisées. Les partis, même chose. Le Parti communiste des ouvriers de Tunisie, Nahda, le Parti des Verts, etc. Donc, je crois qu'il y a quand même, nous avons pu arracher des libertés, nous avons des acquis. Et des acquis, à mon avis, qui sont vraiment très importants. La liberté de manifester. Du temps de Ben Ali, on était, dans le meilleur des cas, quelques dizaines à manifester. Nous étions des fois quelques personnes. Maintenant, je crois que ceux qui suivent la situation, ceux qui ont vu par exemple l'enterrement du martyr Chokri Belaïd, ont pu constater ce nombre extraordinaire de Tunisiens, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. C'était, d'après certains, 1 million et quelques de Tunisiens et de Tunisiennes. Et en tout cas, dans toutes les villes et même dans certains villages de la Tunisie, les gens ont bougé pour exprimer leur refus des assassinats politiques, pour exprimer leur mécontentement. Donc, je crois qu'il est évident que la situation a vraiment changé après le 14 janvier. Seulement, ces libertés sont menacées. Et elles le sont parce que les journalistes aujourd'hui peuvent se faire agresser verbalement mais aussi physiquement. Les journalistes sont menacés de mort des fois. Ils reçoivent des menaces de mort. Les citoyens ou les citoyennes qui s'expriment, qui critiquent la politique du pouvoir en place peuvent également être agressés ou être menacés de mort. Les manifestations sont réprimées. Vous vous rappelez ce qui s'est passé le 9 avril dernier? La manifestation qui était pacifique, personne n'avait utilisé la violence, personne n'avait prôné la violence. Pourtant, nous avons été réprimés et il y a eu des dégâts énormes pour certaines personnes. Je citerai par exemple le nom de Haïfa Ben Abdallah et de Rawda Zerzri, ces deux jeunes dames qui continuent de boiter jusqu'à aujourd'hui et elles n'ont même pas eu droit à ce qu'il y ait une enquête sérieuse concernant leur plainte. Vous vous rappelez aussi ce qui s'est passé à Syriana. On a utilisé des armes qui sont prohibées et les victimes se comptent par centaines. Il y a des gens qui ont perdu la vue. Il y a des gens qui ont eu des problèmes de santé énormes et qui malheureusement n'ont pas bénéficié jusque-là des soins nécessaires. Donc les libertés, on les a arrachées, oui, mais ces libertés sont menacées et il s'agit pour les Tunisiens de continuer le combat pour ne pas perdre cet acquis. Il y a un problème dont je voudrais parler même rapidement aussi, c'est la liberté de croyance. Je crois que ceux qui suivent
la situation en Tunisie savent très bien que dans les mosquées, on continue de tenir un discours fasciste, je peux dire. Il y a des gens qui appellent au meurtre. Et ils appellent au meurtre des opposants en les taxant de mécréants. C'est cela qui a fait, à mon avis, que Choukri Belaïd a été assassiné. C'est entre autres cet élément-là qui a fait que Choukri Belaïd a été assassiné. Et les autorités n'ont pris aucune mesure pour mettre fin à l'appel au meurtre, pour mettre fin aux menaces de mort proférées par certains imams, pas tous, heureusement, dans les mosquées. C'est une critique qui a été faite depuis longtemps, mais rien n'a changé. Depuis le début, les gens disaient qu'on avait vraiment décidé depuis longtemps. Je peux vous rappeler les textes de ce qu'on appelle le mouvement du 18 octobre, qui regroupait quasiment toute l'opposition au régime de Ben Ali. Il y avait les nationalistes arabes, les libéraux, les socialistes, les communistes, les islamistes, et Nahda en tout cas était représenté au sein du mouvement du 18 octobre. Et on avait sorti des textes pour dire que les mosquées, il ne doit pas y avoir de discours politique, on ne peut pas utiliser les mosquées pour des fins politiques. On ne peut pas, qu'il faut qu'il y ait une séparation claire entre la politique et le religieux. On avait parlé aussi dans d'autres textes de la liberté de croyance, qu'il faut que chacun dans notre société soit libre d'être musulman, d'être juif, d'être athée, d'être chrétien. Chacun est libre de croire en la religion qu'il veut, ou de ne pas avoir de religion du tout. Donc tous ces textes, malheureusement, et tous ces principes, et je peux vous dire que c'est des textes qui nous ont pris des années. Ils ont été ignorés, oubliés par certains. Donc, نشكركم الكوميتي دو فيزالونس يخرج الصدر اليوم شويه هايله. تحدثنا في اللي يهمنا، والتوانسه في بلجيكا نقول عليهم في تونس دافعوا ومهتمين. كان حوار ممتاز على خاطر مختلف، وناس عبرت على اراء وناس مش موافقتهم، ولكن في النهايه اغلب الناس وان كانوا مش متفقين علاش، ولكن اغلبهم متفائلين بالمستقبل تاع تونس. وهذاك علاش بديت الكلمه بتاعي انا قلت اللي معناها انا متفائل، ولكن يلزمنا ناكل. والحضور ما كانش برشا. انا راني انسان نمن بالحضور النوعي مش الكمي. شكرا.